Une pétition réclamant qu'il n'y ait plus classe l'après-midi a rassemblé plus de 300 000 signatures. Pour ou contre l'école uniquement le matin? On en parle avec nos invités. Philippe Haïk, vous êtes directeur général de l'ESIE IT à Pontoise, une école d'ingénieurs généralistes en informatique. Bonjour. Bonjour. Yvan Twitou, vous êtes chronobiologiste, membre de l'Académie de médecine et président honoraire de l'Académie de pharmacie. Bonjour. Bonjour. Et Lara Gazal, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour Lara. Bonjour. Alors, d'où est parti ce débat ? Alors, vous n'êtes sûrement pas passé à côté. Le TikToker Sensei Demo a récemment publié une vidéo dans laquelle il demande à la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, de réaménager l'emploi du temps des élèves au collège et au lycée. Je vous propose qu'on l'écoute. Monsieur le Président, je vais vous montrer qu'on peut finir tous les jours à 13h sans enlever aucune matière. Là, j'ai l'emploi du temps de ma petite sœur qui est en 3e, qui finissait tous les jours à 17h. Là, c'est son emploi du temps si on faisait l'école comme moi je l'ai pensé et comme tous les élèves de France le voudraient. En regardant cet emploi du temps-là, vous vous dites pas que c'est meilleur? Tu finis tous les jours à midi, sauf un jour, tu finis à 13h. J'ai mis techno parce qu'il y a des frérots, ils aiment trop la techno, donc je l'ai mis pour eux. Mais sinon, tu finis tous les jours à midi. Et l'après-midi, tu fais des cours ludiques. Du sport, de la musique, de l'art plastique. C'est possible, j'ai supprimé aucune matière. Toutes les matières importantes sont là. C'est possible. Pourquoi on ne le fait pas alors? Je suis sûr à 100% que si on faisait ça, notre niveau il va monter tout en haut. Parce que là, on va être content d'aller à l'école. Tu vas aller à l'école le matin. En plus, le matin, le cerveau, il est bien réveillé. L'après-midi, on a envie de dormir. On est KO. On a à manger. On a un coup de barre. Alors que là, l'après-midi, pour ceux qui veulent, ils rentrent chez eux. Ceux qui ne veulent pas, ils font des activités. Et dans ces activités ludiques, tu peux faire de l'aide aux devoirs, du théâtre, de la musique, de l'espagnol, de la LV2 donc, et aussi du sport. Tout est bon. Je ne vois pas pourquoi on ne met pas ça en place. Je ne demande même pas de révolutionner l'école. Juste tu fais ça, tout le monde est OK. Tout le monde y gagne. Donc, Monsieur le Président, j'attends votre appel encore pour que je sois ministre de l'Éducation. Ça commence à faire long. Alors, ça vous fait... Alors, Lara, est-ce que ce système a déjà été testé en France ? Eh bien oui, entre 2010 et 2012, avec le dispositif cours le matin, sport l'après-midi, dans 210 établissements, surtout des collèges. Il a été expérimenté sur 15 000 élèves, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Les résultats ont montré que cela favorisait la sociabilité, le respect des règles et l'autonomie. En revanche, et c'est ce qui nous intéresse, il n'y a pas eu de différence notable donc en termes de notes, de concentration, d'attention et de mémorisation. Et on peut aussi évoquer les classes à horaires aménagés, où les élèves ont cours le matin et pratiquent la musique, la danse ou le théâtre l'après-midi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas encore généralisé. Est-ce que ce modèle éducatif que préconise le TikToker Sensei Demo existe dans d'autres pays ? La réponse est oui, puisque nos voisins allemands pratiquent ce système dans lequel les collégiens et lycéens commencent à 8h et finissent à 13h. L'après-midi est donc dédié au sport et aux activités culturelles, mais il faut noter que leurs vacances d'été sont plus courtes, puisqu'elles commencent fin juillet et elles se terminent fin août. Et d'après le classement PISA 2023, les élèves allemands sont légèrement meilleurs que les Français, mais cette différence de niveau reste très faible. Alors, on va diffuser aussi la réponse de la ministre de l'Éducation nationale à la proposition du TikToker Sensei Demo. J'ai reçu des milliers de questions après ma première vidéo. Alors merci à vous, ça montre votre engagement au sujet de l'école. On va se parler franchement, sans détour. Je vais répondre directement à la pétition de Sensei Demo. Dans sa pétition, il y a 3 points principaux. Premièrement, sur la prévention du harcèlement et la gestion des comportements, il propose de remplacer des sanctions punitives par des activités de bien-être et la gestion de l'énergie pour les élèves perturbateurs. Sur le harcèlement, ma position est très claire. On ne laisse rien passer. Désormais, un élève harceleur peut être changé d'établissement. En plus, des cours d'empathie sont mis en place, ce qui rejoint l'idée de Sensei Demo sur la méditation, la réflexion, la psychologie. Pour signaler les cas de harcèlement et de cyberharcèlement, un seul numéro à appeler, le 3018. Deuxièmement, sur les lieux de parole, ça existe déjà dans les lycées. Des lieux où vous pouvez vraiment agir. Alors vous avez le conseil de la vie lycéenne, ou CVL, avec 10 lycéens qui sont élus pour 2 ans et ils sont consultés sur les cours, sur les activités et même sur la santé. Au niveau académique, il y a le conseil académique de la vie lycéenne et puis au niveau national, il y a le conseil national de la vie lycéenne avec 64 lycéens qui défendent justement ces sujets. Ce sont eux qui vous représentent et au-delà de ce qui existe déjà, vous pouvez porter des projets, porter vos idées au niveau de votre école. Et vraiment, moi, je vous y encourage. Le 3e point que vous attendez tous, je le sais, je l'ai lu, c'est l'organisation des cours de 8h à 13h. Je sais que vous avez des journées déjà bien chargées avec les cours, les trajets, les activités après l'école. J'écoute
toutes les bonnes idées. Je suis aussi réaliste et je ne vais pas vous mentir, on ne va pas changer toute l'organisation des cours alors que l'année a déjà débuté. Parce que ça changerait beaucoup de choses. Les personnels qui encadrent ces activités, les lieux et les structures à adapter, et puis les modes de garde pour les parents qui travaillent. J'ai proposé à Sensei Demo qu'on se parle ici au ministère. Mes équipes lui ont envoyé une invitation. Dans ma méthode, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, j'ai lu beaucoup de vos commentaires et je n'ai aucun tabou. Alors finalement, le TikToker n'est jamais venu voir la ministre de l'Éducation nationale, mais ça quand même, ça pose le débat. C'est un vieux débat, Yvan Twitou, l'école buissonnière l'après-midi, n'avoir que l'école le matin, un peu comme beaucoup de pays étrangers finalement. C'est un débat qui est relativement, dans les 40 ans de problèmes sur l'école qui sont régulièrement abordés, ici ou là, relativement moins lointain qu'il y a 40 ans. En tant que chronobiologiste, ce que l'on sait, c'est que nous avons une horloge dans le cerveau et que cette horloge nous permet d'être plus efficaces à certains moments de la journée. Le matin entre 10h et midi et l'après-midi entre 16h et la suite. Ce que l'on sait également, c'est que en dehors des pays asiatiques où les pauvres élèves sont de véritables esclaves du savoir, parce qu'on les force à travailler, il y a des pays européens où les choses se passent plutôt mieux qu'en France. En France, ça ne se passe pas bien, c'est clair. Enfin, ici aussi, on est forcé à travailler. L'école est obligatoire tout de même. Naturellement, mais pas comme au Japon, Asie. Pas comme en Corée du Sud. En Corée du Sud, c'est épouvantable. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a des pays européens, par exemple, certains Länder allemands, en Italie, en Espagne, où il y a une fluidité plus importante qu'en France. En France, on est rigide. 8h30, 16h30. C'est très long, 6 heures pour un enfant. Je parle de l'école primaire, même pour les plus âgés, c'est très long. Donc, il faudrait retirer un peu de cette rigidité, être capable de comprendre que certains jours, l'après-midi, on peut faire autre chose que travailler en classe. On peut faire du sport, comme l'a dit le jeune homme. D'autres jours, on peut être carrément libre l'après-midi. Ce qui veut dire qu'il faut sortir de notre rigidité nationale, scolaire, universitaire, qui fait qu'on avance peu et que finalement, ça fait en sorte que des jeunes comme ce jeune homme, qui posent des questions, oui, c'est des vraies questions extrêmement intelligentes, eh bien que ce jeune homme met sur la place publique à nouveau une question, qui est la question de l'école et de l'enseignement. D'ailleurs, c'est un étudiant, c'est un diplômé d'une école d'ingénieurs, parce que vous dirigez une école d'ingénieurs, l'ESIE IT, moitié en français, moitié en anglais. Et vous aviez remarqué que vos étudiants, dans le supérieur aussi, sont plus efficaces le matin que l'après-midi? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs questions. Enfin, il y a la question effectivement de la chronobiologie et donc de la capacité des jeunes à être plus concentrés sur certaines heures de la journée. Et effectivement, on constate bien qu'il y a des heures le matin où ils sont un peu plus à l'écoute, et l'après-midi également que sur le reste de la journée. Après, il y a d'autres questions derrière. C'est aussi la question parce que je pense que le système éducatif français, par tradition, il est quand même très intensif et il a un large scope de sujets qu'il veut aborder. C'est-à-dire que tout le monde fait des maths, du français, de la physique, de la philo, de langue. Chacun ramène sa matière, les options, les spécialités. Et on considère un peu par défaut que plus, c'est toujours mieux. Alors qu'on ne se pose pas forcément la question de l'efficacité réelle et du sens. Et je pense que ce qui arrive avec les générations, enfin notamment ce jeune qui s'exprime, c'est ce qu'on voit de plus en plus avec la génération Z, c'est qu'en fait les attendus sont plus les mêmes chez nos jeunes, et justement cette rigidité d'un système scolaire un peu encore, qui est quand même séculaire, ils ont du mal à le digérer. Donc eux, ils ont effectivement besoin de faire, ils ont besoin de se diversifier, ils ont besoin de s'auto-gérer, donc d'avoir des temps aussi où ils gèrent leur parcours scolaire à leur rythme. Et du coup, on a besoin de le mettre en œuvre. Donc nous, on a quasiment un programme où on a, j'aime bien l'appeler, c'est la Coding Factory, pour citer son nom. Je dis souvent, c'est l'école pour ceux qui ont toujours détesté l'école. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une formation dans laquelle il n'y a pas un seul cours. En fait, ils abordent tous les concepts par la mise en œuvre. Et ils ont donc c'est par période de semaine, donc alors c'est une formation en alternance, donc ils sont une semaine sur 2 en entreprise, et la semaine où ils sont à l'école, en fait, le lundi, ils sont encadrés, on leur présente un sujet de projet,
Et ils ont des temps où ils sont en autonomie, des temps où ils sont en échange avec des sachants, mais ils gèrent leur semaine, et à la fin de la semaine, ils doivent présenter les résultats de leur avancement sur la thématique du projet. Voilà. Et ils aiment, c'est faire, fabriquer, ils aiment trouver du sens. Et être actifs. Voilà, trouver du sens, être actif, être écouté. Ils aiment aussi qu'on réponde à leurs besoins spécifiques, c'est-à-dire que voilà, quand on met dans un groupe 5 étudiants... C'est pas une génération un peu individualiste, un peu... Pas forcément, parce qu'il reste quand même... il y a quand même, de façon un peu contradictoire, ils sont très engagés sur les questions d'impact, enfin, je veux dire, tout ce qui est transition écologique et solidaire. Donc non, ils ne sont pas individualistes, mais ils ont besoin qu'on les considère comme des individus de façon spécifique. Voilà, pas être noyé dans les besoins du coup. Parce que c'est ça, en fait, le modèle éducatif, il marche très bien pour 60% de nos jeunes ou 50%, et encore, je suis peut-être généreux, enfin, je suis vraiment très généreux en disant ça. mais voilà, il marche pour une partie des jeunes, mais il ne marche pas pour tout le monde. Et c'est justement le cas de ces jeunes pour qui ça ne marche pas, auquel il faut s'intéresser. Il y a aussi quand même le sujet où on n'est pas très bon dans les classements internationaux, donc on a tendance aussi à remettre en cause finalement notre système. Si on était les meilleurs de la planète, c'est sûr qu'on ne remettrait pas en système, et là, comme on est plutôt dans le bas du tableau, on peut remettre en cause notre système. Yvan Twitou, à quelle heure exactement on est le plus efficace pour travailler? Le matin? Bien entendu, il y a comme en biologie et en médecine en général, il y a des différences interindividuelles importantes, entre individus importantes. L'enfant arrive à l'école, il est fatigué. 8h30. Il vient de se réveiller? Oui, mais il est fatigué. 8h30, on va parler de la fatigue. 8h30, 9h30. Puis, il rentre progressivement dans le cours et il devient plus positif vis-à-vis du cours à partir de 10h jusqu'à midi. Puis, il y a un creux qui n'a rien à voir avec le repas. La digestion. Rien à voir. Puis, ça reprend vers 15h jusqu'à 17h. Donc, on peut profiter de cela. Mais au-delà de ces questions propres d'horaires importants à considérer sur le plan biologique, il y a le fait qu'il faut absolument, je pense, sortir. Vous nous dites Pisa n'est pas bon. Il n'est pas bon depuis très longtemps, Pisa. Depuis très longtemps, on a eu 50 ministres de l'Éducation nationale qui disent « vous allez voir ce qu'on va voir, ce que vous allez voir ». Oui, mais j'exagère, mais il y en a eu tellement, vous vous rendez compte. Il y en a eu tellement. Foutez la paix à l'Éducation nationale, mettez quelqu'un de compétent et n'en bougez plus, quelle que soit son étiquette politique. Donc, ces ministres, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne font pas grand-chose au total, puisqu'on est exactement dans la même position, qu'on a le même classement extrêmement défavorable, on diminue même, on diminue. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Je donne la parole à Lara qui va nous faire sortir un petit peu à l'extérieur. Elle va nous parler d'un établissement un petit peu hors du commun. Est-ce que vous vous imaginez avoir des cours de combat et de cascade à l'école ? Eh bien, c'est ce que propose la Puy du Fou Academy, un établissement scolaire assez atypique, ouvert par le célèbre parc d'attractions depuis 2015. Les classes vont de la maternelle jusqu'au lycée et elles sont construites sur le principe des horaires aménagés, dont on parlait tout à l'heure, ce qui permet de concilier un apprentissage scolaire le matin avec une pratique artistique ou sportive l'après-midi, comme l'équitation ou le théâtre. Donc, l'objectif, c'est de développer ses connaissances intellectuelles tout en s'épanouissant. Et à ce propos, François Roucher, le directeur de la Puy du Fou Academy, a déclaré, je cite, « Nous voulons qu'il y ait dans ce projet une dimension intellectuelle et une dimension artistique qui se nourrissent l'une et l'autre. » Est-ce que ce système permet d'apprendre tout le programme ou... En effet, le programme scolaire est très riche, donc on peut se demander comment les élèves auront le temps de tout apprendre en finissant tôt les cours. En fait, il s'agit d'écoles privées hors contrat, ce qui leur permet d'avoir plus de souplesse dans leur organisation. Donc rassurez-vous, les journées des élèves seront très chargées. Elles peuvent aller de 8h jusqu'à 19h. Et pour être admis dans l'établissement, il faut bien évidemment pouvoir justifier d'un attrait pour les arts et d'un bon niveau scolaire. Alors, est-ce que ça coûte cher, justement, parce que c'est une école hors contrat, quand même? Effectivement, et faire plus d'activités, ça a aussi un coût. Il y a par exemple plus de formateurs artistiques à payer. Il faudra donc débourser 950 € par an pour les élèves de primaire, 1 950 € pour les collégiens et 2 400 € pour les lycéens.
Donc, il n'y a pas encore l'école du Puy du Fou partout en France, loin de là. Mais j'ai l'impression, Philippe Haïk, on l'a vu avec les JO, on a eu des merveilleux résultats, mais c'est vrai qu'on a toujours on sait que la France n'est pas un pays sportif, musicien, on met pas la priorité à ces choses-là en France. Alors, je pense qu'on n'est plus un pays qui met l'accent sur ces choses-là, parce qu'à une époque, on parlait d'honnête homme, et on considérait qu'il fallait avoir un esprit sain dans un corps sain. Je pense qu'on a un peu travaillé dans le domaine de la surspécialisation, et qu'on l'a fait au détriment en fait d'autres compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en prépa, on n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps de faire de la musique. La plupart du temps, ce sont des gens. Enfin, moi, j'ai beaucoup de connaissances qui sont passés par les classes préparatoires, qui avaient des vrais talents, que ce soit sportifs ou musiciens, qui ont tout mis en pause et qui ont quasiment arrêté en fait. Vous avez fait une classe préparatoire dans quel lycée ? Alors moi, j'étais au lycée Berthelot à Saint-Maur, donc un lycée de l'Île-de-France. Et c'est vrai que pendant cette période-là, plus de musique, plus de sport. Pendant 3 ans, 2-3 ans, vous arrêtez. Et même si vous avez... là, mon fils sort de Saint-Louis en prépa. Il avait un de ses camarades qui était en division 2 de volley. Il a été obligé d'arrêter. Et il n'a pas repris. C'est pas prévu, en fait. Non, c'est pas prévu, parce qu'on considère qu'on doit aller jusqu'au bout de l'excellence sur un segment, sur une discipline, ou sur un ensemble de disciplines, et on oppose en général... de toute façon, on le voit bien quand on parle des sciences dures, des sciences molles, il y a toujours un peu un débat sur des choses qui seraient plus nobles que d'autres, et qu'on mettrait davantage... Il y a l'intellectuel, et puis finalement, le sport, la musique, les arts, ça passe à côté. La musique, à l'école... Il faudrait une émission pour en parler, mais les cours de musique, on a tous des souvenirs de flûte à bec. Mais c'est vrai qu'on ne met pas ça en avant à l'école. Et même le sport, les associations sportives, quand on voit ce que proposent par exemple les lycées américains, avec, évidemment, on se nourrit beaucoup de séries américaines, mais c'est vrai qu'on voit des choses qu'on ne pourrait pas voir en France. Ouais, mais parce qu'aussi, ils acceptent de prendre plus de temps. C'est-à-dire qu'on parlait là des contenus, et vous posiez la question par rapport au Puy du Fou, de savoir s'ils avaient les mêmes contenus. Peut-être qu'il y a aussi une question à avoir de fond sur quel doit être le bagage qu'on propose à tous nos jeunes. Est-ce que tout le monde doit faire de la philosophie ? Enfin, alors, j'ai rien contre la philosophie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être se poser aussi la question de savoir quel est le bagage fondamental. Moi, je vois sur les écoles d'ingénieurs. Sur les écoles d'ingénieurs, vous avez tout un tas de prérequis qui sont définis par la CTI en matière de sciences. La commission d'éthique d'ingénieurs. La commission d'éthique d'ingénieurs, tout à fait. Donc, tout un tas de prérequis qui sont liés au domaine des sciences, la maîtrise du domaine des sciences. Et quand on regarde la réalité du métier d'ingénieur dans le développement, par exemple, on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses qui ne servent à rien. Donc si on cherche la professionnalisation, on n'a pas besoin de ces choses-là. Donc, mais on ne se pose pas forcément la question de savoir est-ce qu'on en a besoin pour l'aspect culturel, pour avoir justement un profil un peu généraliste d'ingénieur, ou est-ce que c'est parce que ça correspond à un vrai besoin dans la vie et dans le métier qu'exercera la personne. Pourquoi, Yvan Touitou, c'est vrai qu'on a cette tradition en France de beaucoup travailler, même par rapport à d'autres pays, je pense même aux États-Unis. En France, on finit tard finalement, et les écoliers finissent tard, ils finissent à 17, 18 heures. Même lorsque les étrangers viennent en France, ils sont très surpris de voir nos emplois du temps. Oui, on travaille beaucoup à l'école, au lycée, au collège, en fac, parce que régulièrement, discipline par discipline, on incrémente les connaissances. Au lieu de faire en sorte qu'il y ait une base, qu'on considère ce qu'est la base et qu'on enseigne la base, non, la base, plus, on incrémente sans arrêt. Ce qui fait que... écoutez, moi, je vois ce qu'ont appris mes enfants. C'était délirant. La synthèse des protéines au bac. C'est totalement délirant. Totalement délirant. C'est trop compliqué ? On leur donne des explications qui sont extrêmement complexes. Il suffit de savoir peu de choses sur la synthèse, mais de bien le savoir, de s'en rappeler 20 ans après, plutôt que de faire ce fourre-tout qu'on fait aux enfants sur toutes les disciplines. Et comme ils considèrent que c'est un fourre-tout, eh bien après, 2 ans après, ils ne savent plus ce qu'ils ont appris. Donc plutôt, il y a eu quand même un grand fond où on voulait justement faire un socle des fondamentaux. Alors, en disant, on s'éparpille trop finalement, et si on leur apprenait à lire, à écrire, à compter. Oui, et on a beaucoup parlé de fondamentaux, je ne sais pas si on en est loin des fondamentaux. Le socle, c'est très beau, c'est une très belle notion, mais ce socle est très épais.
diminuer l'épaisseur du socle. Ouais. Et faire des choses peut-être plus efficaces. Et plus adapté aussi, plus individualisé, c'est-à-dire qu'on peut être aussi acteur de sa formation. Enfin, typiquement, dans pas mal des formations dont vous parliez, où les jeunes sont en cours à mi-temps, on va dire, l'autre partie, elle est souvent plus à la carte et leur permet de développer de répondre à des appétences qui sont les leurs. Donc faire du sport s'ils sont sportifs, faire de la musique s'ils ont une oreille musicale, faire du dessin. Et je pense que on parlait des résultats aux évaluations internationales. Moi, je pense que c'est dans un deuxième temps qu'on verra les évolutions. Quand les gens font les choses avec... quand on le voit d'ailleurs dans le cadre professionnel. Quand on vient au travail et qu'on est heureux d'aller travailler, on est plus performant que quand on y va à contre-cœur. Et je pense que pour nos jeunes, c'est pareil. Si l'école, c'est plus un carcan et une obligation avec des contraintes extrêmement fortes. Après, il faut faire attention, parce qu'on peut être traité de démagogue quand on a ce type de discours, mais je pense que les pays nordiques font ça pas mal, moi je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont repensé leur pédagogie plutôt en termes d'optimisation des résultats, et ils ont intégré une part non négligeable à tout ce qui est accompagnement, réalisation de soi, et je pense que c'est un peu ça qu'on devrait faire au niveau de l'école. Je crois que c'est important parce que vous parlez des pays nordiques à juste titre, parce que précisément, on parlait de rigidité tout à l'heure. Ils ne sont pas rigides, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire le mercredi après-midi, je ne sais quoi. Ce qui est surprenant, c'est qu'en France, les horaires aménagés, ça existe, là on en parlait, avec les horaires aménagés, les CHAM, les classes horaires aménagées musique, danse, mais c'est souvent réservé aux très bons élèves, alors que finalement, une éducation avec l'école le matin et des activités l'après-midi, est-ce que ce ne serait pas aussi profitable aux mauvais élèves ? Sûrement. Ouais. Sûrement. Mais, ouais. Moi, je crois qu'il y a un élément essentiel, c'est ce fameux socle. On leur bourre le crâne de diverses choses dont personne n'a rien à faire, y compris l'adulte que nous devenons après. Personne. En physique, en maths, en sciences, en philo, en tout ce que vous voulez. Ce socle, il doit être fait de telle manière que on considère matière après matière ce qu'il y a à connaître pour un futur homme ou une future femme qui va être Philippe Haïk, est-ce adulte. que vous trouvez que ce ne serait pas plutôt, finalement, pour des élèves plus en difficulté qui pourraient bénéficier de ces horaires aménagés ? Ce ne serait pas plus profitable, finalement, pour eux ? Pas Alors forcément. souvent, c'est pour les bons élèves, ceux qui marchent bien, ceux qui sont intéressés par la musique, souvent des enfants finalement des enfants de cadre qui peuvent se passer de certaines matières. Alors, je pense que si ça s'adresse plutôt à des enfants qui ont des facilités pour l'apprentissage, c'est justement parce qu'on est sur un phénomène d'empilement des couches. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste leur proposer d'aménager, mais on va en faire 2 fois plus le matin, ou on va leur demander d'être plus autonomes. Souvent, ils ont des matières en moins, quand même, ceux qui font les horaires aménagés. Mais si on regarde... Ils n'ont pas de technologie, ils n'ont pas... Enfin, il y a des choses qui ne font pas. Oui, mais si on regarde la proportion entre ce qui est ce qui est vraiment supprimé de ce qui est fait de façon condensée, au final, je pense qu'ils en font quand même globalement un peu plus que les autres. Et c'est pour ça que ça s'adresse plutôt, au jour d'aujourd'hui, par facilité, à des profils qui ont... Puis, il y a l'idée aussi que les enfants, peut-être... alors, je ne sais pas si les enfants changent, on dit toujours les enfants changent, mais c'est vrai qu'on n'élève pas les enfants aujourd'hui comme on le faisait hier. Et ce système où le matin, ils travaillent à l'école, ils vont apprendre à lire, à écrire, et puis l'après-midi, ils font du sport ou des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas plus adapté finalement aux enfants d'aujourd'hui ? Sûrement. Moi, je pense que les enfants d'aujourd'hui, d'abord, je pense qu'ils ont... Ils sont trop sédentaires, justement, donc ce serait peut-être une solution pour... Ah oui, pour ces aspects-là aussi. C'est une raison de plus, effectivement, de les encourager à bouger. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec les Jeux Olympiques. Je veux dire, un des grands messages, c'était quand même qu'on devienne une nation du sport, enfin, qu'on essaie de devenir une nation du sport. Donc, oui, je pense qu'effectivement, contre la sédentarisation, l'encouragement de la sédentarité, l'obésité, les problèmes de malbouffe, tout ça, c'est finalement... en les mettant 6 heures par jour derrière un bureau, ça marche pas bien, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est clair. Il y a un Pardon, excusez-moi. On parle médical. Il y a un problème essentiel, c'est le sommeil des enfants, qui est diminué considérablement, en moyenne de 2 heures. 2 heures par nuit, c'est énorme. Pourquoi ? Pour l'essentiel, à cause des consoles. Et dans ces consoles, le smartphone, qui est une catastrophe. Parce que
ils utilisent ça largue à main nue, longtemps, y compris tard la nuit. Il y en a certains, même, il y a une publication américaine qui a montré qu'à 3 heures du matin, certains enfants faisaient des conversations. Et ne dorment pas. 3 heures du matin, avec le smartphone dessous, et ne dorment pas. Donc là, il y a le fait que les parents devraient intervenir tôt, très tôt, pas quand l'enfant est adolescent, et faire en sorte que le sommeil soit récupéré, et permettre de récupérer l'ensemble des fonctions de l'enfant. Ouais. Là, il y a un problème majeur. Merci beaucoup, Yvan Twitou. Je vous rappelle, chronobiologiste et membre de l'Académie de médecine. Philippe Haïk, directeur de Lésier IT. Et Lara Gazal, merci beaucoup de votre attention. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'école.